Vous avez le droit de rester à l'image ou pas. Ce sera sur YouTube. Vous serez mondialement connu dans le quartier. Bah oui, c'est ça. C'est le jeu de l'esprit. Exactement. Alors, nous en étions à la page 49, non, c'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Et donc, c'est le développement graduel depuis la cognition fausse jusqu'à la cognition valide. Ouais, ça veut dire que la plupart du temps, en tant qu'être ordinaire, on commence tous à côté de la plaque pour beaucoup de choses. Et progressivement, on peut se poser des questions, se dire peut-être que ce n'est pas de la façon dont ça m'apparaît, de la façon dont je conçois les choses. Donc, c'est très utile aussi pour la vie au quotidien. Ouais, quand on est dans les relations avec les gens, etc., on peut ne pas trop croire à ce qu'on pense. Salut Gina, bienvenue. Ouais, souvent, on a tendance à catégoriser les gens dans telle ou telle case en fonction d'une apparence, en fonction de nos conceptions, etc. Et donc, de voir que du point de vue de l'orique, en effet, c'est pas toujours valide, loin de là. Ça nous permet de nous décrisper par rapport à ce qu'on pense, par rapport à ce qu'on croit, etc. Ok, donc on est à la page 49, et donc il y a, commençant par une vue fausse. Donc, en sanskrit, ils ont mis drishti, mais drishti, ça veut juste dire vue, ça veut juste dire opinion, vue. Oui, donc quand on parle d'une vue fausse, c'est klishta drishti. Ouais, ok. Comme quand on parle du mental affligé chez les Chittamatra, on dit klishta manas. Ouais, klishta, ça veut dire affligé ou afflictif. Donc dans ce cas-là, on pourrait juste rajouter, je rajouterai le sanskrit avec l'adjectif. Ok, parce qu'en tibétain, il y a bien en effet tawa nyomon chen, ouais, ça veut dire une vue afflictive ou affligée, comme vous voulez. Ok. Et donc ça, est-ce qu'on l'avait vu ce passage sinon ou pas? Vous vous souvenez ou pas? Non. Non, on l'avait passé vite fait. Ok, très bien. Donc, par exemple, on a l'idée d'un soi qui existe de manière substantielle, ouais. Et donc, cette conception d'un soi qui existerait de manière substantielle, c'est une cognition fausse, vous êtes d'accord? Oui. Ok, très bien. Tant qu'elle est fermement maintenue. Oui, pourquoi fermement maintenue? Parce qu'il y a quand même une différence entre une cognition fausse et un doute qui tend vers le non factuel. Et le doute qui tend vers le non factuel, par exemple, Kirubje dit que entre le doute qui tend vers le non factuel et la cognition fausse, il peut y avoir des bases communes. Mais on pourrait se dire, d'après la définition que nous, on a du doute, c'est une cognition qui oscille, qui hésite, oui? Alors que la cognition fausse, elle y va droit dedans, elle est unipointée. Donc il y a quand même une différence. Ouais? Ouais, vous sentez la différence? Oui. Ok, bravo. Très bien, très bien. Ok. Donc, en écoutant des enseignements sur le non-soi, ouais, pas le sans-soi, mais le non-soi, là c'est une autre traduction. Donc, on va garder non-soi parce qu'on a l'habitude de ça. On pourrait alors se demander s'il existe, après tout, un tel soi. Ok, si il existe, ok, ok. Si un tel soi, après tout, existerait, ouais, on pourrait le reformuler en français comme ça. Arrivé à ce stade, on a engendré un doute. On se dit, tiens, peut-être oui, peut-être pas. Ouais, ok. Et donc, dans un premier temps, la tendance à penser que très probablement un soi existe pourrait être prédominante, ce qui correspond à un doute qui ne tend pas vers le factuel. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. Ensuite, à force de réflexion, on pourrait accéder au doute équilibré. On pourrait se dire, bah, alors, finalement, j'en sais rien, étant incapable de se décider pour une ou l'autre des solutions. Et finalement, on pourrait développer un doute qui tend vers le factuel, se disant que le soi n'existe probablement pas. Ouais, mais restant néanmoins soumis à l'incertitude. Ok. Et ensuite, on passera peut-être à une supposition correcte. Ouais, c'est ce que dit Elisabeth Napper. La phase suivante de la progression vers une vue du non-soi est d'engendrer une supposition correcte qui pourrait nous convaincre de l'inexistence d'un soi substantiel. Donc, on va revenir sur ce que veut dire un soi substantiel. Ouais, c'est très important. C'est alors que l'on est en possession d'une vue juste. Ok, donc ça veut dire que si on a une supposition correcte, est-ce qu'on a une vue juste? Oui, ça pourrait poser question. Pourquoi pas? On pourrait se dire qu'en tout cas, on a une cognition qui est factuelle, qui est en accord avec la réalité. Vous êtes d'accord? Oui, une supposition correcte est en accord avec la réalité. Oui, dans sa définition, elle de tumba, elle est en accord avec la réalité, mais elle est faillible au regard de la détermination de son objet. Oui, elle n'est pas infaillible. Ok. Très bien. Bien que la tradition orale fasse de la génération initiale d'une supposition correcte concernant le non-soi une expérience particulièrement forte,
cela ne correspond pas encore à une réalisation du non-soi. Ouais, parce que la supposition correcte ne réalise pas son objet, vous êtes d'accord? Oui. Ok, elle ne réalise pas son objet parce que? Parce qu'il y a un doute? La supposition correcte doute? C'est un hasard si elle tombe juste. Oui, on Vise mal. pourrait dire. Oui, C'est un Vise hasard. mal. Le raisonnement n'est pas assez poussé. oui, exactement. Soit c'est fondé sur une absence de raisonnement, soit c'est fondé sur un raisonnement faux, soit le raisonnement n'est pas abouti. Ouais. Ou on pourrait dire que c'est une forme de coïncidence, comme cette montre arrêtée à 4 heures. Vous regardez l'heure à 4 heures, votre montre est arrêtée à 4 heures, vous tombez juste. Ouais, donc en effet, on vous demande quelle heure est-il, vous dites, il est 4 heures. Mais après 5 minutes, vous regardez à nouveau votre montre et vous regardez, ah, bah, il est encore 4 heures. Donc, il n'était peut-être pas 4 heures. Donc, cette supposition correcte est faillible, Mhm. n'est pas infaillible. Oui. Si elle était infaillible, vous pourriez vous dire, ah non, non, mais j'en suis sûr, il était 4 heures, c'était certain, parce que j'ai doublement vérifié sur l'horloge et ma montre est cassée. Et là, c'est infaillible. Si quelqu'un vous dit, ah bah non, il était peut-être pas 4 heures, vous allez dire, bah si, j'ai regardé l'horloge au mur et il était 4 heures aussi, comme sur ma montre. Ouais. Et donc là, c'est infaillible. Vous réalisez votre objet. Ah, vous êtes d'accord? Mhm. Ok, bravo, bravo. Très bien. Particulièrement forte, voilà. Pour cela, il est nécessaire de contempler le non-soi de façon répétée à l'aide du raisonnement, visant une certitude que rien ne peut ébranler. Ouais, ça c'est très important de générer une certitude. Ok, très bien. Donc ensuite, une inférence est le résultat final d'un processus spécifique de raisonnement. Ouais. On établit que s'il existait un soi substantiel, il n'aurait parmi un certain nombre de modes d'existence possibles qu'une seule forme, et que s'il venait à ne pouvoir exister selon aucun de ces modes, c'est qu'il n'existe pas du tout. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors on se calme. Ok, on va y revenir. Donc là, il y a une note très intéressante du traducteur français. Euh, mais il y a des choses qu'on pourrait modifier. Oui, ok. Par exemple, il dit si le soi de la personne existe, donc le soi autosuffisant substantiel, en particulier pour les sotrantika, c'est-à-dire si la personne ou l'individualité existe substantiellement, et entre parenthèses, il met réellement. Donc il faut faire attention parce que c'est pas la même chose. Euh, pour les différentes vues philosophiques bouddhistes, l'existence substantielle et l'existence réelle, ça n'a pas du tout la même chose. Ouais. Oui, autonome. Oui. Ouais. Parce que les Sautrantika, par exemple, là nous sommes du point de vue des Sautrantika qui suivent le raisonnement, pour eux, est-ce qu'il y a un soi autosuffisant substantiel? Non. Non. Mais est-ce qu'il y a une existence véritable ou réelle? Yes. Oui, exactement. C'est pas la même chose pour les écoles du véhicule fondamental. Ouais. Et pour les autres écoles non plus, d'ailleurs pour le Chittamatra en particulier, la Oui. personne n'a pas de soi autosuffisant substantiel, mais elle a une existence véritable ou réelle. Ouais. Ouais. Mhm. Parce que c'est une nature dépendante. Ouais. Ok. Il n'y a que les Madhyamika qui réfutent l'existence véritable ou réelle. Ouais, c'est dans leur définition. Ok. Donc là, normalement, on ne devrait pas accepter que substantiellement ou réellement, ce serait la même chose, du point de vue Sautrantika en tout cas. Hein. Ok. Très bien. Donc, si le soi était substantiellement identique aux 5 agrégats, et donc là, ils ont mis perception au lieu de identification. Ouais. Ouais, c'est pas la même chose, attention. Hein. Oui. L'identification peut être conceptuelle. Elle n'est pas Oui. nécessairement directe, alors qu'une perception est nécessairement directe. Donc, Oui, il d'accord. faut modifier aussi. Alors, corps, on pourrait mettre les formes plutôt que le corps, mais c'est pas très grave. Forme, sensation, identification, formation, facteur composé. Facteur Facteur composé. composé et conscience. Ouais. Parce que là, ils ont mis formation mentale. Ok. Oui. Sauf que l'agrégat des facteurs composés ne comprend pas que des événements mentaux, loin de là. Qu'est-ce que ça comprend aussi? Bah, Des notions. Non. Des quoi? Des notions. Des notions. Ok. Donc, Mais des facteurs composés non associés. oui, Oui. exactement, tout à fait. Donc, l'agrégat facteur composé, c'est un grand sac dans lequel il y a des facteurs composés associés, donc associés à la conscience, donc ce sont des facteurs mentaux, soit il y a aussi des facteurs composés non associés.
à la conscience. Ouais, comme l'impermanence, les graines des afflictions, les graines karmiques, etc. Tout ça, ce sont des impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. Vous êtes d'accord? Oui. Composés non associés. Donc, comme dans ce grand sac, il y a des facteurs composés associés et des facteurs composés non associés, on dit juste facteurs composés. D'accord. Et si on dit formation mentale, à ce moment-là, on amputerait de notre agrégat des facteurs composés les impermanents qui ne sont ni forme ni conscience. On enlèverait les graines, les empreintes, etc., etc. Personne. Ce serait dommage. Mm. Et ce serait super. Personne, Ça voudrait dire que le continuum d'une personne est nécessairement dissocié de ses graines karmiques et de ses graines de ses afflictions. Ouais, nous serions tous des arias. Super. Ok. Ok, donc ici, voilà, c'est un peu flottant, hein, cette description ici. Ok, donc il constitue une personne humaine. Ok, on pourrait dire n'importe quelle personne des sphères du désir et de la forme. Ouais, la sphère du sans forme, il n'y a pas d'agrégat des formes, comme son nom l'indique. Donc là, il y a marqué une personne humaine, on pourrait dire une personne qui est soit dans la sphère du désir, soit dans la sphère de la forme. Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc ensuite, bien sûr que là, le traducteur va poser la question, est-ce que si la personne avait un soi autosuffisant et substantiel, la personne serait soit une, soit différente des agrégats? C'est ça. Ouais, de manière autosuffisante et substantielle, mais ça pose question. Ça pose question. Ok, très bien. Donc il dit à la page 80, à la page 50, si le soi de la personne existe, c'est-à-dire si la personne, c'est ce qu'on a vu juste avant. Donc là, il y a une répétition par rapport à ce passage de la note. En bref, il est réellement les agrégats ou il n'est pas du tout les agrégats. Ouais, donc ça, c'est le raisonnement employé par le traducteur. En observant et analysant en profondeur, on se rend compte qu'il n'est ni possible qu'ils soient les agrégats, par exemple. On ressent tantôt les agrégats comme mes agrégats, ce qui indique un soi séparé. Alors là, ça pose question. Si on ressent mes agrégats, cette sensation mes agrégats, est-ce que ça veut nécessairement dire que le soi est conçu comme étant séparé? Oui. Non. Moi, je Non, pourquoi? Mais Ouais. Donc, est-ce que là, ici, le traducteur dit, si on a la notion selon laquelle on dirait mes agrégats, ça veut dire que cela indiquerait un soi séparé. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que le Bouddha qui lui n'a plus du tout cette conception d'un soi séparé, etc., ne peut pas dire mon esprit. À ce moment-là, il ne peut pas dire mon corps. Ah bon, le Bouddha ne peut pas dire mon corps, mon esprit, etc. C'est étonnant, non? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que ce n'est pas parce qu'on conçoit mon corps, mon esprit, etc., qu'on doit considérer que la personne serait séparée des agrégats, pas nécessairement. Ouais, par exemple, il y a la conception d'un soi inhérent de la personne, ouais, qui est une conception fausse chez les prasangikas. Chez les prasangikas, la conception fausse d'un soi inhérent de la personne, il n'y a pas nécessairement besoin de concevoir la personne comme séparée des agrégats. Pas nécessairement. Ok, donc ça dépend de... Peut-être qu'on étudiera un jour un texte sur les écoles philosophiques, ce serait intéressant. Ok, ok, pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Ok, très bien. Donc là, il y a des choses en effet à modifier. Il dit, par exemple, que la personne ne pourrait pas être une même substance que les agrégats, mais la personne est une même substance que les agrégats. Ça, il faut l'accepter. On est obligé de l'accepter. Ok, donc il y a des choses à modifier dans cette note. Ouais, à la fin, il parle de l'insatisfaction, le dernier mot. On pourrait dire que dukkam, c'est la souffrance. Ouais. Il y a bien sûr différentes façons de le traduire. On peut dire insatisfaction, mais quand on parle de la souffrance, on parle aussi des souffrances grossières. Quand on se cogne le pied dans la chaise, on n'est pas en train de dire je suis insatisfait. On dit je souffre. On dit j'ai mal. Ok. Ok. Bon, là, c'est juste des petites variations dans la traduction. Ok. Donc, pour que cette conclusion puisse, donc là, on reprend le texte d'Elisabeth, Elisabeth Napper, pour que cette conclusion puisse s'autoriser de la force d'une conviction raisonnée, il faut parcourir l'enchaînement des étapes de cette investigation de façon répétée, parvenant alors à une familiarisation qui accède à une conviction indubitable. Ouais. Les conditions qui composent ce processus de familiarisation sont des suppositions correctes. Lorsque le point de certitude indubitable est atteint,
une inférence est générée. Et Ouais, c'est donc ça. ça, c'est notre boulot à faire à la maison, ce sont nos devoirs à faire à la maison, c'est de vérifier de temps en temps dans notre esprit par rapport au lamrim, qu'est-ce qu'on a vraiment certifié ou pas? Est-ce que par rapport à la précieuse existence humaine, est-ce que c'est une supposition correcte? Est-ce que c'est parce que mon maître l'a dit? Est-ce que c'est parce que le Bouddha l'a dit? Ou est-ce qu'on l'a certifié sur la base de la continuité de la conscience, sur la base d'une conviction par rapport au karma, etc., etc. Ou est-ce que c'est juste une supposition correcte, dans le meilleur des cas? Ouais. Donc ça, c'est très important. Ce sont nos devoirs à faire à la maison, c'est le l'oric, ces différents types de cognitions, jusqu'à lesquels correspondent à ce qu'on a compris du lamrim. Mhm. Ça, c'est très important. Ouais. Et après, bien sûr, qu'on peut l'appliquer aussi dans notre détermination de ce que sont ces différents niveaux de réalisation. Par exemple, bodhicitta. Bodhicitta, c'est quoi? C'est une cognition valide? C'est une cognition, une supposition correcte? C'est une cognition subséquente? Qu'est-ce que c'est? Mhm. Ah, ça pose question. Ok. Donc certains diront peut-être que tous les états d'esprit dans le lamrim ne sont pas nécessairement tous inclus dans l'auric. Peut-être que la division septuple n'est pas une division exhaustive. Certains pourront dire cela. Certains ont essayé. Mais on pourrait chercher à comprendre, ouais, se poser la question. Ouais, par exemple, une fois, je me souviens, c'était Geshe Jampel, notre abbé ici à Nalanda, qui avait posé la question, qui avait dit, OK, bodhicitta, c'est quoi alors parmi les différents types de cognition? Est-ce que c'est conceptuel? Est-ce que c'est non conceptuel? Est-ce que c'est une réalisation directe? Si c'est une réalisation directe, ça veut dire qu'on a la réalisation directe de l'omniscience du Bouddha. Parce qu'on dit, je dois obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. C'est-à-dire qu'on aurait une perception directe, valide de l'éveil. Et donc, ça veut dire qu'il faudrait être éveillé soi-même pour ça. Et si on dit pour tous les êtres, est-ce qu'on a une perception directe de tous les êtres en nombre infini? Il faudrait être omniscient pour ça. Donc ça pose question. Donc ça veut dire que bodhicitta serait nécessairement conceptuel? Oh là là! Ok, ok, ça pose question. Très bien. Lors d'une cognition inférentielle est aussi produite, il est dit, pardon, excusez-moi, lorsqu'une cognition inférentielle est ainsi produite, il est dit qu'on a réalisé le non-soi et on en possède une connaissance infaillible, ouais, une cognition valide. Ok, donc là c'est quand on a une réalisation inférentielle. Mhm. Ok, mais cela ne constitue pas pour autant la fin du processus, puisque à ce stade, la réalisation est encore conceptuelle, ce qui signifie que l'on accède seulement au non-soi par le biais d'une image, ouais, une représentation conceptuelle. Ok, donc là, qu'est-ce qui n'irait pas, là, par exemple? Si on parle ici du non-soi, on peut l'appliquer au prasangika. Pour les prasangika, on parlera du non-soi subtil, et dans ce cas-là, on parlera de la vacuité. Oui. Ouais. Ok. Qu'est-ce qui pose problème quand on réalise la vacuité d'une manière conceptuelle? C'est qu'on la réifie. C'est qu'on la réifie. C'est-à-dire qu'on la conçoit nécessairement comme existant de manière inhérente. Non, mais enfin, on la réifie quand même. De façon conceptuelle, on en a une image, on en a une impression, on en a une. Oui. Et donc, quel est le problème dans cette image? Et dans cette image, c'est qu'elle. C'est que l'image Elle n'a pas d'existence. une existence inhérente. Alors, l'image aurait une existence inhérente pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées accepteraient l'existence inhérente. Non, non. Donc, l'image, ça veut dire que quand on conceptualise la vacuité ou quand on conceptualise n'importe quoi d'ailleurs, Ouais. on a l'objet en effet apparaît à notre conscience conceptuelle. Chez les Gelugpa, on va l'accepter comme ça. C'est-à-dire que si vous pensez à vos chaussures apparaissent à votre conscience conceptuelle, mais apparaissent mêlées à une généralité de sens des chaussures. Ouais. Et donc, la généralité de sens fait parasite. Et donc, c'est vraiment ça qui est l'objet apparent. C'est pas les chaussures apparaissent à la conscience conceptuelle, elles ne sont pas l'objet apparent de la conscience conceptuelle. L'objet apparent, c'est la généralité de sens. Et le problème, c'est qu'avec une généralité de sens, tel que c'est accepté chez les prasangika, il y a toujours l'apparence d'existence inhérente. Ouais. Même si on ne la conceptualise pas, attention. On n'est pas nécessairement en train de conceptualiser la vacuité comme existant de manière inhérente. On dit non, la vacuité d'existence inhérente. Ok. Et donc, mais le problème, c'est qu'à cause de l'image mentale, la vacuité à laquelle on pense
va quand même apparaître comme si elle existait de manière inhérente. Donc, ça pose problème. C'est pour ça qu'on ne doit pas se satisfaire d'une réalisation conceptuelle. C'est toujours une dualité, en fait. Il y a cette apparence dualiste, exactement, oui, exactement, tout à fait. Et donc, pour les Sautrantika, est-ce qu'il y a ce problème ou pas? Pour les Sautrantika, ils vont dire que si on pense au non-soi, le non-soi de la personne, est-ce que le non-soi apparaît comme étant un soi autosuffisant et substantiel? Pourquoi pas? On pourrait dire qu'à cause des empreintes de l'ignorance, du point de vue Sautrantika, il pourrait y avoir ça. Pourquoi pas? Ouais, c'est tout à fait possible. Mais les Sautrantika, eux, ne parlent pas des empreintes de l'ignorance comme étant le voile cognitif. Parce qu'ils n'envisagent pas le voile cognitif comme les mahayanistes. Ouais, c'est pas la même chose. Ok, très bien. Donc ça, c'est pas très grave. C'est juste des petits morceaux de praliné de temps en temps pour faire croustiller. Ok, très bien. Ok, donc le but exige d'affiner la réalisation et de l'amener au stade d'une perception directe, pour laquelle cesse le besoin de l'image et qui est en mesure d'avoir un contact direct avec son objet. Ouais, donc ça c'est pour toutes les écoles sauf Prasangika. Pour les Prasangika, le yogi qui est sur la voie de préparation a malgré tout une réalisation directe de la vacuité, mais conceptuelle. Ouais, parce que direct pour les Prasangika, ça veut dire qu'il se passe d'un raisonnement. Oui, c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il se passe d'une généralité de sens. C'est pas la même chose. Ok, très bien. Seule cette perception directe du non-soi fournit l'antidote à même d'éradiquer, à force d'approfondissement, la conception du soi de manière définitive, ainsi que les autres vues fausses et perturbations mentales qu'elle entraîne dans son sillage, rendant alors possible la libération de l'existence cyclique. Ouais, ça veut dire que seule la réalisation directe, soit du non-soi pour les Sautrantika, ou de la vacuité pour les Prasangika, permet d'éliminer les afflictions et leurs graines, certaines afflictions et leurs graines. Ouais, donc seule une réalisation directe du non-soi est un antidote effectif. Un antidote effectif, c'est de ça qu'on parle quand on dit ngenyen en tibétain. Ngenyen, ça veut dire un antidote effectif. Il y a seulement la réalisation directe de la réalité telle qu'elle est qui permet d'éliminer les afflictions à leurs racines, ça veut dire jusqu'à leurs graines. Ouais. Ça veut dire que les autres états d'esprit peuvent être des antidotes, mais pas des antidotes effectifs. Ça veut dire que pour gérer la colère, vous allez faire quoi? Développer l'amour, la patience, etc., etc. Pour éliminer l'orgueil, vous allez développer l'humilité, etc. Mais ces antidotes ne sont pas des antidotes effectifs parce qu'ils n'éliminent pas ces afflictions à la racine. Ils n'éliminent pas les graines de ces afflictions. Seule la sagesse de la vacuité pour les marianistes ou du non-soi même, pourquoi pas, même pour les Prasangika, on pourra parler du non-soi grossier aussi, pourquoi pas, hein. Ça joue aussi. Ok, donc ça c'est très important. Très important. Ok, très bien. Donc une inférence, à la page 51, une inférence est transformée en perception directe simplement par familiarisation avec l'objet de méditation. Alors là, ça pose question. On va dire, on a une conscience conceptuelle qui est la cause d'une réalisation yogique, donc d'une conscience non conceptuelle. Comment c'est possible? Ah non, on n'a pas dit ça. Transformer, c'est dit. C'est pas ce qu'on vient de lire. Une Ouais. inférence, c'est conceptuel. Oui. Est transformée en perception directe simplement par familiarisation avec l'objet de méditation. C'est ce qu'on est en train de dire. Une inférence, donc une conscience conceptuelle, devient la cause d'une conscience non conceptuelle. Comment c'est possible? Parce qu'on est obligé de passer par le raisonnement pour après tuer le raisonnement. Oui, exactement. On est obligé de passer par le raisonnement pour tuer le raisonnement. Enfin, tuer, c'est pas le bon terme, mais... pour consumer le raisonnement. Voilà, par exemple. C'est ce que dit, je crois que c'est dans le Bhavanakrama d'Acharya Kamalashila, oui, je crois que c'est dans le second volet, le second volume des étapes de la méditation de Acharya Kamalashila. Il cite un passage d'un sutra du Bouddha, le chapitre Kashyapa, qui dit, vous avez par exemple deux branches d'arbres qui, à cause du vent, il y a un vent incessant, qui les fait se frotter l'une contre l'autre et elles vont engendrer un feu qui va les consumer totalement.
Ouais. Bah, c'est si vous essayez de faire un feu sur une plage, etc., prenez 2 morceaux de bambou, vous les frottez l'un contre l'autre, et la flamme qui va être générée va les consumer totalement. Vous êtes d'accord? Ok. Donc c'est l'exemple employé par le Bouddha aussi, ouais, tout à fait. Et donc ça veut dire qu'en effet, on peut avoir une conscience conceptuelle qui va engendrer, qui va être la cause d'une conscience non conceptuelle, même si les deux ont des natures différentes. Ouais, ça veut dire que la Tsongkhapa, à un moment donné, dit, si ce n'était pas possible, comment est-ce qu'un être ordinaire peut être la cause d'un être éveillé? Puisque leurs natures sont très différentes aussi. Comment est-ce qu'on pourrait d'abord être un être ordinaire et ensuite devenir un être non ordinaire? Oui, comment, si on dit qu'une conscience conceptuelle ne peut pas engendrer une conscience non conceptuelle, à ce moment-là, expliquons comment est-ce qu'un être ordinaire pourrait engendrer un être non ordinaire, un Arya puis un Bouddha. Ouais, ça vous parle? Oui. Et donc ça veut dire que la nature de la cause et la nature de l'effet ne doivent pas être identiques en tout point. Ouais, ça veut dire qu'une graine n'est pas identique à la pousse en tout point. Elle a une nature similaire d'être produite, d'être avec cet ADN particulier, d'être une forme, etc. Ouais, donc elle a une nature similaire. Mais une nature similaire ne veut pas dire que ce soit une nature parfaitement identique. Ouais, ça vous parle? Oui. Par exemple, la conscience conceptuelle qui va engendrer une conscience non conceptuelle, les deux sont de la conscience, on est d'accord? Ouais. Ok, bravo, bravo. C'est super. C'est super. Il y en a encore du temps, mais c'est magnifique. Ok. L'inférence première est produite en dépendance d'un signe. Donc moi, j'ai l'habitude de traduire par raison, parce qu'un signe, on ne comprend pas. Ouais. Ça fait un peu comme une chanson de Goldman. Il suffirait d'un signe. Ok. Ok. Et donc, un signe, c'est difficile à évoquer. En fait, c'est une traduction littérale de linga en sanskrit. Oui, linga ou ta en tibétain. Ta, ouais, comme dans ta yanda, quand on parle de raison valide, etc. Ok, donc ça fait un peu, c'est une terminologie un peu difficile. Par contre, si on dit une raison, là on comprend. Non? Oui. Ok, très bien. Donc l'inférence première est produite en dépendance d'une raison. Ouais. Les moments suivants de cette réalisation étant des cognitions subséquentes qui ne dépendent plus d'un raisonnement. Ok, donc là le traducteur a oublié qu'ils ne dépendent plus directement d'un raisonnement. Ouais, en anglais, il y a directly. Ouais, donc il manque l'adverbe ici. Parce que les cognitions subséquentes, conceptuelles, dans ce cas précis, qui suivent une inférence, dépendent du raisonnement. Parce que s'il n'y avait pas le raisonnement initial, il n'y aurait pas l'inférence et il n'y aurait pas la cognition subséquente conceptuelle. Donc ça veut dire que l'inférence est une cause indirecte. Ouais, ok. Donc si c'est une cause indirecte, c'est nécessairement pas une cause directe. Vous êtes d'accord? Oui. Ok. Ah, ça veut dire qu'une cause indirecte ne peut pas être une cause directe. Elle induit. Vous étudier les débats pendant un mois avec Échelle au sel? Il y a peut-être une cause directe, mais pas du même effet. C'est pas ma question. Alors oui, elle peut. Elle induit, on a dit. Elle Elle peut ou elle induit. doit? Elle induit. Elle peut ou elle doit? Elle doit. Mais une cause indirecte est nécessairement une cause directe. Voilà, oui, c'est ça. Ok. La cause indirecte de mardi est nécessairement la cause directe de lundi, non? Tout à fait. Ouais. Si on dit que dimanche est la cause indirecte, je vois Corinne qui se frotte les yeux qu'on a déjà marre. De temporalité, C'est fou. Ok. Si on dit que dimanche est la cause indirecte de mardi, Oui. parce qu'il y a un intervalle entre les deux, Oui. dimanche c'est nécessairement une cause directe, puisque c'est la cause directe de lundi. Oui. Oui, oui, elle est avant. Oui. Mais ce qui est la cause indirecte de mardi n'est nécessairement pas la cause directe de mardi. c'est ça, voilà. Oui. Ok, bravo, bravo, bravo. Ok, donc ça c'est juste pour mettre du croustillant. La révision. Ok, donc ici, les moments suivants de cette réalisation étant des conditions subséquentes qui ne dépendent plus directement du raisonnement, mais qui en dépendent quand même de manière indirecte. Ok, bravo, bravo. Donc c'est à la page 27 de la version anglaise où ils mettent directly. Ok, donc c'est en appliquant l'esprit au non-soi sans relâche que la force de la réalisation accroît graduellement la clarté de l'apparition. Là, ça fait bizarre, ça fait un peu New Age, ça fait un petit peu Ghostbuster, l'apparition.
Ça fait un petit peu Ouija, ça fait un petit peu spiritisme, non? Alors que si on dit l'apparence, normalement, ça devrait être plus clair, non? En tout cas, nous, on a l'habitude à la FPMT de parler de l'apparence, une claire apparence. Ouais. Là, il différencie apparition et apparence. Oui, exactement. En tibétain, il n'y a pas cette différence. C'est Nanwa. Nanwa, ça peut être l'objet qui apparaît et ça peut être la perception elle-même. Ça peut être le sujet qui fait apparaître l'objet. Donc en tibétain, Nanwa, c'est le même mot, mais ça peut renvoyer soit à l'objet, soit au sujet. Ouais. Ça peut même être la clarté. Nanwa, ça peut être la clarté, ça peut être la traduction de aloka en sanskrit. Ouais, ça peut être l'apparence, comme les apparences blanches, rouges, noires, etc. On parle des apparences dans ce cas-là, oui. Aloka en sanskrit. Et en tibétain, c'est Nanwa. Ouais. Donc, c'est toujours une apparence, ouais. C'est une clarté, une apparence, etc. Donc, oui, pourquoi pas, mais apparition, je trouve que ça fait apparition fantomatique, apparition des esprits, etc. Ouais, ça fait un peu bizarre. Donc, c'est juste peut-être parce que je n'ai pas l'habitude, mais personnellement, moi, j'aurais tendance à mettre la clarté de l'apparence. Ouais. Ok. Jusqu'au stade où finalement l'image de l'objet disparaît sans laisser place, pour laisser place à la claire apparence de l'objet lui-même. Donc là, c'est pareil, c'est Selwa Nanwa en tibétain. Selwa Nanwa, ça veut dire une apparence claire. Et c'est ce que dit Acharya Dharmakirti dans le Pramanavartika. Il dit l'apparence claire, c'est quand il y a l'absence d'une généralité de sens. C'est en l'absence d'une généralité de sens. C'est ça que veut dire l'apparence claire. Ouais. C'est ça. Ok. Très bien. Ok. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Ouais. On peut avoir l'apparence claire d'un non-existant, par exemple. Ça, c'est une question. On peut avoir l'apparence claire d'un existant et on peut avoir la claire apparence ou l'apparence claire d'un non-existant. Ok. Mais on ne peut pas dire qu'un non-existant apparaît clairement. Un non-existant ne peut pas être l'agent de l'acte d'apparaître puisqu'il n'existe pas. Oui, oui. Ouais. Donc, par exemple, des fois, on dit chez les Prasangika, la table inhérente apparaît à la conscience post-méditative, mais en fait, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de table inhérente, donc elle ne peut pas effectuer l'acte d'apparaître. Par contre, il y a bien l'apparence d'existence inhérente d'une table. Ça, c'est tout à fait possible. Ou la table apparaît comme si elle avait une existence inhérente. Dans ce cas-là, c'est possible puisque la table existe. Ok, donc dans les formulations, parfois, c'est un peu fluctuant. Donc ici, la claire apparence, ça veut dire simplement il y a l'absence d'une généralité de sens. Ouais. Ça veut dire que c'est une conscience non conceptuelle. Ouais. Vous êtes d'accord? Ok. Mais on ne peut pas, cette conscience non conceptuelle, on ne peut pas l'appeler nécessairement une perception directe. Non. Pas obligatoire. Non. Parce que si il y a l'apparence claire d'un non-existant, dans ce cas-là, ce sera erroné. Oui. Donc, si c'est erroné, ça ne peut pas être une perception directe, parce que la définition de perception directe, c'est quoi? Libre de conceptualisation et non erronée. Donc, les news que j'ai regardées ce matin, elles sont libres de conceptualisation, elles sont non erronées. Bien, je dis cognition. Ok. S'il vous plaît. Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. C'est ça la définition d'une perception directe. Ouais. Une cognition libre de conceptualisation et non erronée. Donc, libre de conceptualisation, ça veut dire en effet une apparence claire d'un objet. Ouais. Et non erronée. Mais si on a l'apparence claire d'un non-existant, dans ce cas-là, on ne pourra pas dire que c'est non erroné. Non. Ouais. Oui. Et donc, dans ce cas-là, il ne faudra pas l'appeler perception directe. Ouais. C'est une hallucination. C'est une hallucination, par exemple. Ce sera en effet une cognition fausse non conceptuelle. Ouais. Ok, on pourra l'appeler comme ça. Oui, je voudrais poser une question. Quand on toujours sur l'apparence claire, Oui. ça veut dire que c'est au moment où le yogi il est sorti de la méditation et qu'il pose. Au moment qu'il est sorti de là et quand il voit une apparence, pour lui c'est clair qu'en même temps il n'y a pas d'existence intrinsèque. Alors, est-ce que c'est ça l'apparence claire aussi? Alors, si on parle pour les Sotrantika ou non, je parle pour les pour Prasangika. les Prasangika. Pour les Prasangika, il va y avoir, si le yogi sort de son absorption, quand il était déjà en absorption sur la vacuité, il y avait l'apparence claire de la vacuité. Oui, c'est ça. Et il sort de son absorption, il voit à nouveau les vérités conventionnelles. Oui. Et donc, il y a l'apparence claire des vérités conventionnelles. Voilà. Et il y a l'apparence claire, si c'est un yogi qui n'est pas un Bouddha,
il y a nécessairement l'apparence claire d'existence inhérente. L'apparence, ah oui, c'est ça, l'apparence claire, cette fois-ci d'existence inhérente. Exactement. Parce que comme il n'a pas éliminé le voile cognitif, il a toujours l'apparence d'existence inhérente. Il a cette apparence dualiste. Quand il est en dehors de l'absorption méditative sur la vacuité. Ouais. Ok. Et donc là aussi, pour les prasangika, ce sera une cognition non conceptuelle, ce sera une cognition non conceptuelle erronée. Mais de toute façon, pour les prasangika, tout ce qui n'est pas une réalisation directe de la vacuité, pour les non-bouddhas, est nécessairement erroné comme cognition, de toute façon. Ouais, donc on n'aura pas la même définition d'une perception directe chez les prasangika. Ok. Mais là, on va essayer de revenir sur cette apparence claire, ouais, chez les Sautrantikas, ce qui nous permet de mieux comprendre ensuite les prasangika. C'est le point comment on appelle ça, le point d'appui. Voilà, exactement. C'est le point d'appui, ouais. Ok, très bien. Donc on dit en effet, s'il y a l'apparence d'un non-existant, l'apparence claire d'un non-existant, à ce moment-là, on va dire que c'est nécessairement erroné, donc on ne peut pas l'appeler une perception directe, mais il y a débat. Ah là là, attention, il y a des débats. C'est ce qu'on va voir par la suite. En effet, il y en a qui vont dire que, par exemple, vous avez les yogis qui méditent sur la totalité de l'eau, par exemple. Ils vont méditer sur l'eau, tout est fait d'eau. Ouais. Et donc, au bout d'un moment, ils n'ont plus besoin de visualiser, ça apparaît clairement. Ouais. Tout est fait d'eau. Et donc, c'est l'apparence claire d'un non-existant, puisque tout n'est pas fait d'eau. Oui. Et certains vont dire que ce n'est pas erroné, parce que si c'était erroné, à ce moment-là, ça ne pourrait pas être issu de la méditation. Ouais, ce qui est issu de la méditation ne peut pas être qualifié de cognition fausse, tout simplement. Parce que les Bouddhas développent cela dans leur continuum, ils développent tous les états méditatifs, ils les parachèvent totalement. Et donc, si cette absorption de la totalité de l'eau était une cognition fausse, à ce moment-là, un Bouddha ne pourrait pas l'avoir dans son continuum. Un Bouddha n'a aucune cognition fausse. Ça vous parle? Oui. Et donc, dans ce cas-là, ceux qui disent qu'en effet, ce n'est pas une cognition fausse, c'est une cognition non conceptuelle, erronée, mais qui n'est pas une cognition fausse, dans ce cas-là, ils vont dire c'est simplement, c'est utile, c'est erroné, mais c'est utile. C'est erroné, mais ce n'est pas une cognition fausse. Et même certains vont dire tout simplement ce n'est pas erroné, tout simplement. Ils vont dire que il y a l'apparence claire d'un non-existant, mais c'est issu par le pouvoir de la méditation, et donc on ne peut pas le qualifier d'erroné dans ce cas-là. Donc, il y a des débats là-dessus. Mais on y reviendra, c'est juste une petite introduction. Hein, c'est juste pour que vous ayez l'habitude d'entendre ces termes. Et après, quand on en reparlera de manière beaucoup plus approfondie, ce sera peut-être plus clair pour vous, j'espère. Normalement, ça devrait le faire. Ouais. C'est même obligatoire. Ça va le faire. J'en suis sûr, j'ai confiance en vous. Ok. Très bien, très bien. Donc l'apparence claire de l'objet lui-même. Donc c'est seulement alors qu'est générée une perception directe de l'objet de méditation. Ouais. Mais cette perception directe n'est pas nécessairement explicite. Ça, il faut qu'on le comprenne aussi. J'espère qu'on aura le temps de le faire aujourd'hui, c'est pas sûr. Elle est implicite. Ok. Parce que je suis pas sûr qu'on en parle avant un certain moment. Ok. Ok. Donc c'est pas grave, on va le mettre de côté pour l'instant. Très bien. Donc, c'est seulement alors qu'est générée une perception directe de l'objet de méditation. La perception directe du non-soi a la capacité d'éradiquer entièrement et à jamais une partie de la saisie du soi, sans pour autant éradiquer tous les niveaux de cette saisie. Ouais, ok. Donc ça veut dire que dès l'instant où on aura une première réalisation non conceptuelle du non-soi, pour la première fois de toutes nos existences, on deviendra quoi? Un arya. Ouais, on deviendra un arya. Ok. Ouais, une personne supérieure, ouais. On ne sera plus un être ordinaire. Et donc, dès qu'on aura la première réalisation non conceptuelle du non-soi, on va éliminer les conceptions acquises du soi. Ouais, c'est ça qui va être éliminé, les conceptions acquises et leurs graines. Ouais. Et donc après, on va s'atteler à éliminer les conceptions innées du soi. Ok, de la saisie d'un soi distordu. Ok, très bien. En tant que racine de l'existence cyclique, la saisie du soi, qui est cette vue qui lie les êtres innombrables à une incommensurable souffrance depuis les temps sans commencement, imprègne profondément l'esprit et sa puissance est grande. Ok, donc là, il a juste mis une vue de l'esprit, mais en anglais, c'est juste a view, c'est juste une vue. Donc, il n'y a pas nécessairement besoin de mettre une vue de l'esprit. Une vue, c'est nécessairement une vue de l'esprit. Ok, très bien.
qui lie les êtres innombrables à une incommensurable souffrance depuis des temps sans commencement. Ouais, donc ça, c'est la saisie d'existence autosuffisante et substantielle de la personne pour les Sautrantika. Ouais. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, une saisie d'une personne autosuffisante et substantielle? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que dit sa sainteté. Il dit que la plupart de nos afflictions sont des afflictions grossières, parce que la plupart de nos afflictions, en tant qu'être ordinaire, sont associées à cette saisie d'un soi grossier. Et donc, il faut d'abord s'y attaquer, pour ensuite s'attaquer à la saisie subtile du soi, et aux afflictions qui s'en suivent, bien sûr. Donc, que veut dire un soi autosuffisant et substantiel? Non imputé et qui a une entité propre, enfin, je ne sais pas comment dire. Non imputé et qui a une entité propre. Ok. Une entité propre, qu'est-ce que ça veut dire? Une entité propre qui existe de son côté. Qui existe de son propre côté. Ok. Par ses propres caractéristiques, donc ça veut dire que on ne fait pas la distinction chez les prasangika entre soi grossier et soi subtil, alors. Ah bah si. Ok. Donc ça, c'est très important, hein. C'est très important de comprendre ce que veut dire un soi autosuffisant substantiel, parce que vous allez le rencontrer partout, dans tous les textes, on en parle, ouais. Et donc, il faut bien comprendre de quoi il s'agit, sinon on aura des difficultés à l'éliminer. C'est ce que dit le Bodhisattva Shantideva, il dit, sans contacter l'objet de négation, comment le réfuter? Ouais. Donc, il est très important de comprendre ce que veut dire un soi autosuffisant et substantiel. Ouais. Donc, autosuffisant, ça veut dire que c'est comme le pilote dans l'avion. Le pilote dans l'avion, il est plus indépendant des passagers que les passagers. Ouais. Si lui, il saute en parachute, les passagers vont avoir les boules. Si eux sautent en parachute, par contre, lui, il peut continuer à atterrir où il veut, non? Oui. C'est le possesseur. Ouais. Exactement, ça veut dire que la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, autosuffisant, ça veut dire qu'on a l'impression que le soi est plus indépendant des agrégats que les agrégats seraient indépendants du soi. Ouais, c'est Ouais, le pilote dans l'avion et les passagers. Le pilote est plus autonome. Il peut faire à peu près faire ce qu'il veut. Il peut changer d'avis, revenir à l'aéroport, il peut aller aux Bahamas s'il veut. Il est plus indépendant. Ouais. Qu'il y ait des passagers ou pas d'ailleurs. Il peut très bien continuer à voler, même sans les passagers, pourquoi pas. Mais les passagers, par contre, s'ils sont en train de voir le pilote avec son parachute sur le dos, ils vont commencer à flipper. Ok. Donc c'est ça que ça veut dire autosuffisant. Maintenant, substantiel, Dominique a dit qu'il ne serait pas imputé. Oui, vous êtes d'accord? Bah oui. Ok. Ce qu'il faut faire, faut faire attention à ce point-là, c'est que là, on n'est pas chez les prasangika, ouais. On n'est pas chez les prasangika, on est chez les sautrantika. Mais cette compréhension d'un soi autosuffisant substantiel va être applicable dans toutes les écoles, parce que toutes les écoles vont le réfuter. De toute façon, même les prasangika. Ouais. Ok. Très bien. Donc, autosuffisant et substantiel, ça veut dire que les impermanents peuvent être soit des existants substantiels, soit des existants imputés. Ouais. Un existant substantiel, ça c'est au monastère de Jepung Gomang, dans le Sedura, ouais, dans le Dura de Tashi Gomang, il y a une mention des différents types d'existence substantielle, et c'est clairement mentionné, mais bien sûr que ça existe dans les autres manuels, mais je trouve que c'est très clair chez Adepung Gomang, c'est mentionné comme ça veut dire un phénomène, un existant substantiel, avec ce sens très précis, c'est un phénomène dont la cognition valide qui le certifie n'a pas besoin de certifier un autre phénomène. Ouais, ça veut dire que quand vous regardez une montre, vous regardez une montre. Vous n'avez pas besoin de regarder autre chose que la montre. Par contre, si vous avez besoin de regarder le temps, vous avez besoin de regarder la montre. Ouais, donc ça veut dire que le temps lui-même n'est pas un existant substantiel. Le temps est un existant imputé, à ce titre-là. Ouais, parce que le temps, c'est quoi? C'est un composé non associé. C'est un impermanent, mais ce n'est pas de la forme et ce n'est pas de la conscience. Donc si c'est un impermanent qui n'est pas de la forme, comment est-ce qu'on fait pour le voir? Passer par autre chose. Ouais. Passer par autre chose que lui. Exactement. Il faut regarder une montre. Il faut regarder les ombres qui s'allongent dans la forêt. Il faut regarder les nuages qui passent, etc. Donc il faut regarder autre chose que le temps lui-même pour percevoir le temps. Et donc ça veut dire que le temps est un existant imputé à ce titre-là. Ouais. Et la personne, c'est pareil. La personne, c'est un existant impermanent. C'est un impermanent qui n'est ni forme ni conscience. La personne n'est pas son corps. La personne
La personne... Oui, il y a un écho. La personne n'est pas son corps et la personne n'est pas sa conscience. Donc la personne, c'est un impermanent, mais ce n'est pas de la forme et ce n'est pas de la conscience. Donc comment est-ce qu'on fait pour voir une personne? Eh bien, on certifie par une cognition valide ce qui n'est pas elle, son corps, etc. Ouais, comme la montre avec le temps. Donc c'est-à-dire que la personne est un existant imputé, ce n'est pas un existant substantiel. C'est-à-dire que nous, on a l'impression spontanément, en tant qu'être ordinaire, que quand on dit tiens, j'ai vu Corinne, on a l'impression qu'on peut voir Corinne sans passer par son visage. On a l'impression spontanément comme ça qu'on pourrait se passer du visage pour appréhender la personne. Ouais. D'autant plus qu'on conçoit la personne comme étant autosuffisante. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui manipule les agrégats, etc., comme un marionnettiste, etc., et que ce marionnettiste aurait une existence autosuffisante, ouais, comme le pilote dans l'avion. C'est comme une identité? Ah, pardon? C'est comme une identité? Une identité, mais une identité distordue, parce que tous les tenants bouddhistes sont d'accord pour dire qu'il y a bien une identité imputée, etc., qui dépend des agrégats, etc. Ouais. Donc cette identité peut ne pas être distordue. Mais si elle est conçue à tort comme ayant une existence autosuffisante et substantielle, à ce moment-là, c'est une erreur qui engendre beaucoup d'afflictions. Ouais, qui engendre beaucoup d'afflictions. Si on nous critique, etc., on nous dit, oh là là, qu'est-ce que tu fais, étudier ces trucs-là, tu devrais faire autre chose, tu devrais aller méditer ou aller bosser, etc. On va sentir la mayonnaise qui monte, etc. Non? Et non, parce qu'on aura cette conception d'une saisie autosuffisante et substantielle de la personne. Et pour les Prasangika, si on a cette conception d'une existence autosuffisante et substantielle de la personne, c'est qu'on va avoir en premier lieu une conception d'existence inhérente de la personne. Et si on a une conception d'existence inhérente de la personne, c'est qu'on aura en premier lieu une conception d'existence inhérente des agrégats de la personne. On aura une conception du soi des phénomènes qui va engendrer la conception du soi de la personne, qui va engendrer une conception d'un soi grossier de la personne. C'est comme ça que c'est expliqué chez les Prasangika. Et donc il faut déconstruire tout ça, mais dans le désordre, en fait, dans l'ordre inverse. Il faut d'abord déconstruire le soi autosuffisant et substantiel de la personne, ensuite s'attaquer au soi inhérent de la personne, et ensuite continuer à s'attaquer au soi inhérent des agrégats. Ouais, ça vous parle? Ah oui. Donc ça, c'est bien sûr Prasangika. Hein. Pour les Sautrantika ici, il suffit largement de réaliser le non-soi de la personne en tant qu'absence de personne autosuffisante et substantielle, et on obtient la libération et l'éveil pour eux. Ouais, il n'y a pas besoin de réaliser plus. Mais pour les Prasangika, ça ne suffit pas, loin de là. Ok, waouh. Bravo. Très bien. Très bien. Ok, donc la perception directe initiale n'en contrecarre que les aspects les plus grossiers, comme les conceptualisations fondées sur de faux raisonnements. Ouais, donc ça veut dire que là, on vient de parler de différents types de saisie d'un soi grossier, subtil, et au sein de cela, il y a encore du plus grossier. Ça veut dire de l'acquis, contrairement à l'inné. Ouais, c'est ça qu'est en train de dire Elisabeth. Ok. Donc simplement pour expliquer ce point-là, je vais quand même terminer le passage. Je vais terminer ce passage-là. Ok. Donc la perception directe initiale n'en contrecarre pas que les aspects les plus grossiers. Donc la première réalisation directe du non-soi, comme on l'a dit, n'élimine que les conceptions acquises du soi. Ouais, c'est ça qu'elle évoque comme étant grossier ici. Comme les conceptualisations fondées sur de faux raisonnements. Il faut donc continuer à cultiver cette réalisation du non-soi et accroître la force de la perception directe. Des conditions directes de force toujours plus grandes contrecarrent des niveaux de saisie du soi toujours plus subtils jusqu'à l'éradication complète. Okay. Donc ici, le grossier et le subtil, en effet, il y a plusieurs façons de le comprendre. Comme on a dit, il peut y avoir une saisie d'un soi. Si on prend le point de vue Prasangika maintenant, là on passe chez les Prasangika, on verra qu'en effet, il y a la conception d'un soi autosuffisant substantiel de la personne, c'est une conception grossière. Ouais, la conception subtile, c'est quoi? C'est la conception d'existence inhérente de la personne, exactement, tout à fait. La conception d'existence par ses propres caractéristiques, de manière objective, indépendante, intrinsèque, inhérente, véritable. Tout ça, c'est kiff-kiff, ouais, chez les Prasangika. Et c'est l'objet de négation finale. Ok. Par rapport à la personne et par rapport au phénomène. Ok. Donc ça, on voit qu'il y a déjà des niveaux grossiers et subtils de saisie d'un soi. Vous êtes d'accord? Oui. Okay. Mais là, en plus, il y a là les conceptions qui sont acquises et les conceptions qui sont innées.
Et donc, les acquises sont plus grossières que les innées. Ouais, forcément. Parce qu'elles sont issues d'un raisonnement, elles sont issues d'une éducation pervertie, etc., etc. Ouais, ok. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que si vous regardez dans un livre qui s'appelle The Two Truths de Guy Newland, ça c'est magnifique. Il explique quand même des différences par rapport à ça. Il explique que on peut avoir une conception acquise, mais que le monde peut réfuter facilement. Et on peut avoir une conception innée que le monde n'arrivera pas à réfuter, le monde des êtres ordinaires. Ouais. Et inversement, c'est-à-dire qu'on peut avoir quatre possibilités entre une conception acquise et ce que le monde peut réfuter. Le monde des êtres ordinaires, les moldus, on pourrait dire, les moldus peuvent réfuter. Ok. Par exemple, il y a un exemple comme ça veut dire que ce que le monde peut réfuter sans avoir besoin de réaliser le Madhyamaka, et qui est une conception, qui pourrait être une conception innée, par exemple, ça pourrait être la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel. Chez les Prasangika, il n'y a pas besoin de réaliser la vacuité pour l'éliminer. On peut éliminer la conception d'un soi autosuffisant et substantiel, il suffit de comprendre la différence entre le temps et la montre, il suffit de comprendre qu'une personne est un composé non associé, et on peut en effet se dire, ben non, ce n'est pas un existant substantiel, c'est un existant imputé. Et donc, le monde des êtres ordinaires qui n'ont pas une approche du Madhyamaka, etc., peuvent tout à fait éliminer cette saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, même si c'est inné. Ouais. Par contre, le monde des êtres ordinaires pourrait très bien ne pas arriver à éliminer une conception acquise d'un soi. Par exemple, la conception inhérente d'un soi, qui serait le fruit d'élaboration conceptuelle ou d'une éducation fausse, etc. Quelqu'un qui a de manière, comment dire, raisonnée, qui va essayer de prouver l'existence inhérente de la personne, etc., a une conception acquise du soi inhérent de la personne, vous êtes d'accord? Oui. Et ça, même si c'est acquis, le monde ne pourra pas le réfuter. Parce qu'il faut réaliser la vacuité, il faut comprendre le Madhyamaka pour réfuter ça. Donc ça veut dire que ce soit acquis ou inné, ce n'est pas ça qui fait la différence. Est-ce que le monde peut le réfuter ou pas? C'est le niveau de subtilité qui fait la différence. Ok, je vous ai perdu? Non. On réfléchit. Voilà, ça c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a 4 possibilités entre saisie d'un soi acquis et ce qui peut être réfuté par le monde. Ça, ce sera vos devoirs à la maison pour la fois prochaine. Essayez de trouver les différents points de ces 4 possibilités entre saisie d'un soi acquis et ce qui peut être réfuté par le monde. Quand on parle du monde chez les Prasangika, c'est quoi? C'est une condition conventionnelle, une condition valide conventionnelle. C'est ça que ça veut dire. Ouais, ok. Oh là là, bravo, bravo, c'est super. Non, ce sera vos devoirs à la maison. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, ça va? Il y en aurait beaucoup. Oui, il y en aurait beaucoup, oui. Ok, très bien. Donc j'essaierai de traduire ce petit passage. Il y a un écho, je sais pas où. Ouais, il y a un écho, je sais pas où. Ok, j'essaierai de traduire ce petit passage pour la prochaine fois de Two Truth, que je trouve c'est un joyau, ce petit passage. Ça explique pas mal de choses. Ok, très bien. Et donc la division septuple de la conscience et de la connaissance, avec la division septuple de l'auric, n'est pas une présentation exhaustive de la conscience. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, bodhicitta, ça va où? Ouais, ça va où, bodhicitta? Est-ce que c'est une perception directe? Est-ce que c'est une cognition inférentielle, etc., etc. Ça pose question. Ça dépend pour qui? Ça dépend pour qui, exactement. Mais pour un bodhisattva, par exemple, un bodhisattva, est-ce que sa bodhicitta est spontanée ou artificielle? Elle devrait être spontanée. Elle est spontanée, exactement. Et est-ce qu'elle est conceptuelle ou pas? Alors, oui, c'est ça. Parce que si elle est non conceptuelle, c'est une perception directe. Elle a une perception directe de ce qu'il envisage dans son esprit. Et donc de l'éveil et de tous les êtres. Et donc il est déjà omniscient. Il dit, je veux obtenir l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc l'éveil, il en a une perception directe. Et tous les êtres, il en a une perception directe. Oui. Ok. Oui, il est déjà réalisé, quoi.
Il est déjà réalisé, ouais, dans ce cas-là. Il a déjà obtenu l'éveil dans ce cas-là. Donc pourquoi vouloir obtenir l'éveil s'il l'a déjà obtenu? Ok, donc ça, ce serait comme essayer de briser la vitre avec le marteau qui est derrière. Ok, donc c'est intéressant. Donc certains types de cognition, comme les consciences méditatives conceptuelles de haut niveau, telles la grande compassion, tiens, on en parlait, grande compassion, bodhicitta, etc., ou les consciences méditatives non conceptuelles, telles la perception de la totalité de l'environnement du yogi comme étant uniquement l'élément haut ou l'élément terre, n'y sont mentionnés nulle part. Et donc c'est ce que justement Lati Rinpoche va essayer d'expliquer par la suite. Il va essayer d'expliquer que, en effet, est-ce que c'est totalité, donc c'est une réalisation yogique de tout est fait d'élémentaire ou d'éléments hauts, etc. Est-ce que c'est erroné ou pas? Ça pose question. Cette division septuple est plutôt basée sur la distinction des genres de cognition sous l'angle de ce qui est correct et ce qui ne l'est pas, de la façon dont elles atteignent leurs objets et de leur classement préférentiel en termes de pertinence cognitive. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est très bien traduit. Ok, très bien. Donc ça, c'était la division septuple. Et donc, ensuite, il y a la division tripartite. Et donc, on peut la voir rapidement. Il y avait la note, là, certains érudits. Ok, donc ça, on essaiera de voir ça la prochaine fois pour cette note-là. Et la division tripartite, ceux qui ont étudié les débats au cours des derniers vendredis, peut-être pas vendredi dernier, mais vendredi d'avant, on en a parlé. On a parlé de ces divisions tripartites. Ouais, donc si ça vous intéresse, il y a des vidéos là-dessus aussi. Avec le tableau, là, il est bien ce tableau. Avec le tableau, exactement, ouais. Donc on a en effet, pour comprendre les divisions tripartites, on a besoin de comprendre ce que sont les objets. C'est pourquoi Elisabeth Napper parle des objets juste après. Ouais, donc ça, il faudra vraiment qu'on les comprenne bien. Donc cette division des consciences et des connaissances, donc l'oric, est opérée, donc la division tripartite est opérée en fonction des objets qui leur apparaissent. Ouais, ça c'est très important. Ouais, ça c'est du point de vue de l'objet apparent. Ouais. Est-ce que c'est cet objet apparent, est-ce que c'est une généralité de sens? Est-ce que c'est un impermanent? Ou est-ce que c'est la claire apparence d'un non-existant? Ouais, c'est ça qui fait la différence. Ouais. Donc vous avez la conscience conceptuelle qui a pour objet d'appréhension une généralité de signifié. Donc moi je parle de généralité de sens, c'est plus simple. Oui. Ok, donc ça ce serait l'objet apparent. Donc là on parle de conscience conceptuelle tout simplement. Ensuite vous avez la conscience non conceptuelle non erronée qui a pour objet d'appréhension un phénomène caractérisé de manière spécifique. Ouais, moi je dis un phénomène spécifiquement caractérisé. Ouais, un svalakshana. Ouais. Ça veut dire un impermanent. Ça veut dire un impermanent. Et donc là on parle des perceptions directes. Oui. Vous avez d'abord conscience conceptuelle, perception directe, et il y a ce qui est un petit peu entre les deux. Vous avez la conscience non conceptuelle, mais qui est erronée, car elle a pour objet d'appréhension l'apparence claire d'un non-existant. Ouais, là, il a mis un non-existant apparaissant clairement, mais ça, c'est pas possible. Un non-existant ne peut pas apparaître. Un non-existant ne peut pas effectuer l'acte d'apparaître puisqu'il n'existe pas. Ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre, on peut dire, ayant pour objet d'appréhension l'apparence claire d'un non-existant. Dans ce cas-là, ça joue. Donc là, il faut corriger. Ok, et donc là, c'est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'une conscience conceptuelle, puisque c'est l'apparence claire. Comme on a dit tout à l'heure, l'apparence claire, ça veut dire... Jordan va bosser, elle est déjà partie. Ouais, elle est très ponctuelle. Et donc, on a d'abord la conscience conceptuelle, vous êtes d'accord? Vous avez la conscience conceptuelle, elle a nécessairement pour objet d'appréhension une généralité de sens. Généralité de sens, ouais. Vous avez les consciences qui ont une apparence claire, ça veut dire qui sont dénuées de conception, qui n'ont pas de concept et qui ont pour objet d'appréhension un impermanent, un phénomène spécifiquement caractérisé. Donc on verra ce que ça veut dire la fois prochaine. Et il y a entre les deux, il y a les consciences qui ne sont pas conceptuelles et pourtant qui n'ont pas pour objet d'appréhension un impermanent. Ils ont pour objet d'appréhension l'apparence claire d'un non-existant. C'est très différent. Ouais, donc c'est pourquoi il y a cette division tripartite aussi. Ouais. Ok, et donc on verra la fois prochaine les différents types d'objets. On essaiera de voir ce que veut dire un phénomène spécifiquement caractérisé. Et si vous avez des questions la fois prochaine, n'hésitez surtout pas.
Ok, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de discuter avec vous de ces points-là et on essaiera de continuer. Normalement, vendredi prochain, je crois que c'est possible pour moi. Si c'est possible pour vous, super. Ça aussi, ok. Très bien, merci beaucoup. Bonne semaine. Merci. Merci. Ciao. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.